Nouvelle édition du 12-15. Merci de nous rejoindre. Bienvenue au sommaire de ce journal. La défense de l'intégrité du territoire. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall réitère le positionnement du gouvernement et annonce la poursuite de l'opération militaire en Casamance contre la rébellion. Vers une hausse de la croissance économique au terme de cette année au Togo, annonce faite par le ministère de l'économie qui table sur une croissance de plus de 6%. Les inégalités sociales en Afrique se traduisent également dans l'accès à l'eau. C'est notamment le cas en République démocratique du Congo où le forage s'impose de plus en plus comme une solution face à la quasi-absence de circuits de distribution d'eau. Mais tout d'abord, l'armée nigérienne qui annonce la neutralisation de 36 terroristes dans le cadre de plusieurs opérations menées dans la région de Tawa, au nord-ouest du pays. Des opérations ont également eu lieu à Difa, au sud-est du Niger. L'armée déclare aussi avoir capturé 6 autres terroristes lors de ces opérations conduites le 27 mars et le 2 avril dans ces régions de l'ouest et du nord-ouest du Niger, en proie depuis 2017 à des attaques attribuées à des groupes terroristes opérant au Mali voisin. L'opération militaire en Casamance va se poursuivre. C'est l'une des principales annonces du président sénégalais Macky Sall à l'occasion de la fête de l'indépendance du Sénégal où l'armée a lancé depuis le mois de mars une opération militaire dans le sud du pays. Une offensive qui vise à démanteler des bases du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Philomentine. Dans son message à la nation à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le président Macky Sall a affirmé avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de poursuivre sans répit les opérations déjà engagées en vue de la défense de l'intégrité du territoire national, particulièrement en Casamance, au sud du pays où sévit une rébellion de plus de 40 ans. Je renouvelle mon soutien à ceux et celles parmi vous qui sont déployés au service de la paix dans le monde et en opération pour la défense de l'intégrité territoriale et pour la lutte contre la criminalité transfrontalière et le pillage de nos ressources naturelles. J'ai donné ordre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre sans répit ces opérations jusqu'à ce que tous les objectifs assignés soient atteints. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de l'armée sénégalaise, 12 nouveaux escadrons de gendarmerie, 11 commissariats de sécurité publique et 3 postes avancés aux frontières ont été créés. Les forces de défense et de sécurité ont également acquis de nouveaux moyens de lutte contre la grande délinquance et la criminalité organisée. Dans le même esprit, devant la montée des périls et la complexité des menaces, le programme de renforcement des capacités opérationnelles de notre armée se poursuit, afin que nos forces de défense et de sécurité soient prêtes en tout temps et en tout lieu à assurer leur mission de défense du territoire national. Le 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal a porté sur le thème « Forces armées et résilience nationale ». Macky Sall a d'ailleurs saisi l'occasion pour louer la mobilisation de l'armée face à la pandémie de Covid-19. Dans l'actualité également, le collectif des syndicats des travailleurs et associations des consommateurs du Cameroun qui revient sur son mot d'ordre de grève après les récentes négociations avec le gouvernement. Le syndicat a décidé de ne plus appeler à la mobilisation qui devait se tenir ce jeudi. Le syndicat qui réclame une revalorisation salariale dans la fonction publique dit privilégier le dialogue après l'engagement du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Antanga, qui promet de porter les revendications des travailleurs auprès de la primature. Le Soudan en plein marasme économique, une situation qui ne cesse de se dégrader depuis le coup d'État d'octobre 2021. Les populations sont les plus durement touchées. Les produits alimentaires de base leur sont de moins en moins accessibles à cause d'une inflation qui bat désormais des records. C'est un sujet de la rédaction. Il y a encore 2 ans, ce bout de pain coûtait 2 livres. Aujourd'hui, ce prix est devenu impossible sur ce marché de Khartoum en raison de la flambée des prix. Le même morceau de pain coûte à présent 50 livres.
C'est en partie à cause de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le Soudan importe près de 87% de son blé à partir de ces pays. Ce consommateur soudanais est totalement dépassé par l'ampleur de la situation. Si ce maigre morceau de pain pèse 50 livres, quel genre de vie pouvons-nous avoir ? Une cherté de la vie expliquée également par le coup d'État du 25 octobre 2021 qui prive le pays de près de 5 milliards de dollars d'aide internationale, ce qui a fait chuter la valeur de la livre soudanaise et bondir l'inflation sur presque tout, faisant désormais craindre la survenue d'une crise alimentaire. Marianne Ward est la directrice nationale adjointe du Programme alimentaire mondial au Soudan. L'année dernière, nous avons rassemblé assez d'argent pour nourrir 9 millions de personnes dans ce pays. Mais maintenant, nous avons 18 millions de personnes, dirons-nous, dans la zone de la faim et nous envisageons probablement plus ou moins le même montant, voire un peu moins. L'ONU continue d'alerter les militaires au pouvoir d'un effondrement économique imminent, à moins que la transition civile, suspendue depuis le coup d'État, ne soit restaurée. Le gouvernement togolais se montre optimiste quant à la reprise économique après l'énorme chamboulement provoqué par la pandémie de Covid-19 et ses répercussions dans plusieurs secteurs clés de l'économie. Le gouvernement table néanmoins à présent et pour le compte de cette année sur une croissance de 6,1% contre les 5,3% enregistrés l'an dernier. Amenedji. Lors d'une rencontre du Conseil national du crédit fin mars 2022, le ministère togolais de l'économie et des finances a indiqué que la situation économique du pays d'avant la pandémie de Covid-19 devrait revenir à la normale. Ceci au regard des mesures de politique économique prises pour inverser la courbe et rétablir les prix. Il faut dire que ces mesures n'ont pas pris en compte la situation actuelle en Ukraine qui engendre également une inflation qui est importée dans nos pays. Cette inflation est due au cours du dollar et ensuite au cours de l'énergie. Donc vous voyez bien que cette anticipation risque de ne pas être réalisée dans la mesure où nous avons pour les biens importés cette flambée de prix. L'autorité estime que le rythme de progression devrait s'accélérer pour atteindre 6,1% en 2022 après 5,3% en 2021. Atténuer les tendances inflationnistes suppose la prise de mesures incitatives pour une reprise de la dynamique. Alors ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire? À très moyen terme, il faut dire qu'il faut agir sur la production, surtout des biens alimentaires. Ensuite, dans le très long terme, il va falloir orienter nos politiques agricoles pour aller vers une autosuffisance en accentuant les investissements dans l'agriculture, ce qui peut permettre quand même de réduire les effets néfastes de l'inflation. Mais il faut dire que, sincèrement, nos États sont dos au mur par rapport aux efforts à faire pour essayer de juguler cette inflation. La Banque centrale plutôt des États de l'Afrique de l'Ouest est plus que jamais appelée à voir comment essayer d'aider les pays à revoir le niveau, ou bien à rehausser le niveau de pouvoir d'achat. Afin d'accroître l'offre de biens alimentaires, le gouvernement s'attelle déjà à la lutte contre la contrebande pour assurer la disponibilité des engrais nécessaires en vue de satisfaire les besoins des agriculteurs. Assurer l'accès à l'eau potable à tous reste un grand défi, particulièrement en Afrique où seulement une personne sur 4 peut s'approvisionner en eau potable et bénéficie d'installations sanitaires de base. En République démocratique du Congo, pour tenter de pallier ce problème, des initiatives se développent autour du forage. C'est un reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Les réserves en eau de la RD Congo représentent 23% des ressources hydriques renouvelables de l'Afrique, selon la Banque mondiale. Pourtant, l'abondance en eau contraste nettement avec l'approvisionnement effectif des populations. Selon les chiffres du gouvernement, seuls 30% des Congolais ont un accès facile à l'eau potable. Pour pallier à ces déficits, les habitants des villes comme celle de Kinshasa, la capitale du pays, ont recours au forage. Il ne faut pas encore les compagnies ou les entreprises qui peuvent aussi faire face à la régie des eaux, en fait de desservir, parce que nous avons besoin d'un service de qualité. Si par exemple la régie des eaux, ils vous servent goutte à goutte, mais si vous trouvez une autre entreprise qui peut vous desservir continuellement, tant mieux de s'abonner. Le secteur du forage est en pleine expansion dans le pays. À Kinshasa, des petites entreprises de construction de forage se multiplient.
Un marché de plus en plus florissant qui, dans le passé, s'est limité aux périphéries de la capitale. Ceux qui ont des moyens s'organisent ainsi pour se mettre un peu à l'abri du déficit en eau de la régie des distributions d'eau pour obtenir cette substance vitale de façon permanente. Cependant, la potabilité de cette eau est une autre question. L'eau potable en soi, ça n'existe pas. C'est à l'issue des examens qui est soumis aux analyses, les analyses bactériologiques et physico-chimiques qui nous certifient que l'eau devient potable. Si la construction d'un forage dans sa parcelle met la population à l'abri du casse-tête de la société de distribution de l'eau, il se pose deux autres problèmes, à savoir l'électricité pour faire fonctionner ces forages et la potabilité de cette eau. C'est l'une des courses les plus difficiles au monde. Il s'agit du Marathon des Sables. 250 km à parcourir en plein désert, une semaine en autosuffisance totale. Dans le cadre de ce marathon qui s'est élancé depuis le 27 mars dans la région de Ouarzazate au Maroc et qui a pris fin il y a tout juste quelques jours. Une 36e édition avec au bout une 9e victoire pour le Marocain Rachid El Morabiti. José Douglas. Un peu moins de 90% des concurrents ont réussi à terminer cette 36e édition du Marathon des Sables dans le désert du Maroc où la température avoisine celle d'un four et les forces du sable attendaient avec impatience la fin de cette expédition. Et puis les sites, la beauté du Sahara marocain, ce qu'on a offert aux coureurs, monter des crêtes, les djebels, si on pourrait parler de voyage intérieur, d'introspection, de prise de conscience, d'éveil sur les valeurs qui nous touchent, qui nous nourrissent depuis longtemps. Patrick Bauer, directeur de course, et comme à chaque fois, attend chaque concurrent du premier au dernier pour leur remettre leur médaille finisher. 70 grammes de métal, une consécration pour les athlètes où l'émotion était palpable sur la ligne d'arrivée dans le Sahara sud-marocain. Cette année, on a eu quand même une météo un peu particulière avec une grosse tempête de sable, ça nous a beaucoup inquiété. La pluie un petit peu au début de la grande étape, mais par contre la météo est au rendez-vous sur la longue d'hier, 85 bornes quand même, c'était important. Et puis surtout une compétition extraordinaire entre les trois Marocains. Le Marathon des Sables qui se court en 6 étapes, plus de 25 000 participants depuis 1986 et 1050 pour l'épreuve de 2022. Les deux frères Morabiti ont pris la course à leur compte, qu'ils ont encore dominé de la tête et des jambes. Une région d'Ouarzazate qu'ils connaissent parfaitement à présent. Et le classement final se définit de la manière suivante après la dernière étape. Chez les femmes, à la première place, nous retrouvons l'Espagnole Ana Comet Pascua. Deuxième, la Française Sylvaine Cousso. Troisième, la Marocaine Aziza El Amrani. À la 4e place, une autre Marocaine, Aziza Radji. Et à la 5e place, l'Espagnole Manuela Villaseca. Chez les hommes à présent, premier, Rachid El Morabiti, le Marocain, devant son frère Mohamed El Morabiti. Troisième, un autre Marocain, Aziz Yachou. Le Français Meryl Robert termine à la 4e place et l'Américain Jordan Trop prend la 5e place. La 37e édition du Marathon des Sables aura lieu du 21 avril au 1er mai 2023, soit 250 km en 7 jours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.